Hugo. Des gens nés en France qui ont fait toute leur école ici et qui ratent un test de français, le test qu'on demande aux étrangers pour devenir français. Je viens de lire ça, je suis encore choquée. Alors ça, c'est une entrée en matière. Salut tout le monde au passage et bienvenue sur Français Tranquille. Installez-vous parce qu'aujourd'hui on parle du test de langue pour la nationalité et pour la carte de résident. Il a changé. Et pas qu'un peu. Et donc, mon histoire. Plusieurs journalistes ont tenté l'expérience. Faire des épreuves de ce fameux test à des Français. Bon, pas dans les vraies conditions d'examen, d'accord, c'était pour un article, mais quand même. Et alors, résultat. D'après ce que j'ai lu, plusieurs se sont cassés les dents sur la partie écrite. Des Français. Moi, je me suis dit, si eux ils galèrent, il faut qu'on en parle d'urgence. Et ça montre bien la hauteur de la marche. Donc, si tu vis en France, si un jour tu veux la carte de résident ou la nationalité, reste avec nous, cette vidéo peut t'éviter une très mauvaise surprise. Et abonne-toi, comme ça tu rates rien. Et reste bien jusqu'au bout, parce qu'il y a aussi des bonnes nouvelles. Si, je te jure qu'il y en a. Bon, on reprend depuis le début, calmement. Tout part de la loi immigration, tu sais, celle qui a fait un bruit énorme. Votée en décembre 2023, promulguée, donc signée et publiée officiellement, fin janvier 2024. On en a parlé partout, à la télé, au travail, dans les familles. Ah oui, celle-là, impossible de la rater. Les débats duraient des soirées entières. Celle-là. Et dedans, il y a un chapitre sur la langue, 3 changements très concrets. Un, pour la carte de séjour pluriannuelle, enfin, pour la plupart de ces cartes, il y a des cas particuliers selon le titre. Il faut maintenant prouver un niveau A2. Avant, à ce stade, il n'y avait pas d'examen obligatoire pour tout le monde, sauf cas particuliers. D'accord, ça c'est la première marche. Ensuite, 2, pour la carte de résident, la fameuse carte de 10 ans, le niveau B1. Et 3, pour la nationalité française, le niveau B2, à l'oral, ET, à l'écrit. Avant la réforme, le niveau exigé, c'était B1. attends. A2, B1, B2. Toi, tu dis ça comme si c'était évident. Pour quelqu'un qui découvre, ça veut dire quoi concrètement? Bonne question. C'est une échelle européenne pour mesurer le niveau de langue de A1, grand débutant, jusqu'à C2, niveau professeur, on va dire. À tout, tu te débrouilles dans la vie de tous les jours. Tu fais les courses, tu prends un rendez-vous chez le médecin, tu remplis un formulaire simple avec ton nom, ton adresse. Jusque-là, ça va. Et B1, B2? B1. Tu tiens une vraie conversation. Par exemple, expliquer au médecin ce qui ne va pas, raconter à ton patron pourquoi tu es arrivé en retard, écrire un message à la maîtresse pour dire que ton fils est malade. Et B2, là, tu défends une opinion. Le télétravail, pour ou contre, avec des arguments. À l'oral, ET, à l'écrit. Donc en gros, tout le monde monte d'une marche. Tout le monde. Exactement. L'État a mis la barre plus haut. Tiens, c'est une expression ça. Mettre la barre plus haut. Ça veut dire rendre les choses plus difficiles, demander plus qu'avant. Comme en sport, quand on monte la barre à sauter. Elle est bien celle-là. Je vais la ressortir, tiens. Bon, mais c'est depuis quand tout ça? Parce que la loi, tu dis 2024. Mais bon, Alors, la loi date de là, mais les nouveaux niveaux s'appliquent aux nouvelles demandes à partir de 2026. La mise en place se fait par étapes
selon les titres, donc pour TA situation précise, vérifie sur le site officiel de l'administration. Mais l'idée à retenir, quelqu'un qui dépose son dossier aujourd'hui, c'est la nouvelle règle qu'on lui applique. Donc c'est plus un truc qui arrive, c'est un truc qui est là. C'est là. Et il y a un deuxième changement, plus discret, mais à mon avis c'est le plus important. Avant, pour beaucoup de titres de séjour, on te demandait de suivre des cours de français. Tu allais au cours, tu signais la feuille, c'était bon. Et maintenant, Maintenant, suivre les cours, ça suffit plus. Il faut réussir. Prouver le niveau avec un examen ou un diplôme, c'est plus du tout la même logique. là, il faut que je te parle de quelqu'un. Une dame que je connais, je vais l'appeler Amina, 15 ans en France. Elle travaille, elle élève 3 enfants, et à l'oral, elle se débrouille parfaitement. Se débrouiller, hein? Elle gère, elle s'en sort seule. L'école, le médecin, les voisins, aucun problème. Je vois très bien le profil. Mais l'écrit, elle a appris le français dans la vie, tu vois. Au travail, dans la rue, personne lui a jamais montré comment on écrit une lettre. Et maintenant, pour sa carte de résident, on lui demande le B1 à l'écrit aussi. Elle a peur, en fait. Et c'est le point qui bloque pour énormément de gens. Parler, ça vient avec la vie. Écrire, ça vient avec l'école. Quelqu'un peut vivre 20 ans ici, être parfaitement intégré à l'oral et paniquer devant une feuille blanche. Et c'est exactement là-dessus que les Français de l'expérience sont tombés. C'est l'écrit qui fait mal. Voilà. Dans ces essais, l'oral, ça allait à peu près. Mais à l'écrit, il faut structurer, argumenter, faire attention à l'orthographe, à la grammaire. Et là, même des gens nés ici se sont plantés. Se planter, pour ceux qui découvrent le mot, rater, échouer. Il s'est planté à l'examen, elle s'est plantée de bus. C'est familier, mais tout le monde le dit. Exact, et petite précision de vocabulaire. Très importante parce que c'est un piège classique. En français, passer un examen, ça veut pas dire le réussir. Passer un examen, c'est juste y aller, le faire. Ah oui, ça c'est le piège éternel. Tu peux passer un examen et le rater. Pour dire que c'est bon, on dit réussir. J'ai réussi mon examen, j'ai eu mon niveau. Donc récapitulons pour Amina. Elle doit passer un test, et surtout le réussir. Concrètement, il y a 2 grands tests reconnus, le TCF et le TEF. 2 noms différents, même idée. Tu t'inscris dans un centre agréé. Agréé, ça veut dire officiellement reconnu par l'État. Tu payes, tu passes les épreuves. Et il y a quoi comme épreuve? 4 parties en général. Compréhension orale, tu écoutes, tu réponds. Compréhension écrite, tu lis, tu réponds. Expression orale, tu parles avec un examinateur ou devant un micro. Et expression écrite, tu rédiges des textes. C'est cette dernière partie qui fait le plus peur. Et ça coûte combien ce plaisir? Ça dépend beaucoup du centre, de la ville, du test choisi. En général, compte entre 100 et 250 €. Et attention, si tu rates, tu repayes pour repasser. Il n'y a pas de deuxième chance gratuite. Sérieux, donc une famille, disons 2 adultes qui doivent chacun passer le test, peut-être le repasser. On parle de plusieurs centaines d'euros, là. Ça chiffre vite, oui. Et il y a un détail que beaucoup découvrent trop tard. L'attestation du test a une durée de validité limitée. En général 2 ans, parfois un peu plus selon la démarche. Vérifie la règle exacte pour ton test et ton dossier, mais retiens l'idée, ça expire.
Tu peux pas passer le test aujourd'hui et déposer ton dossier dans 5 ans avec. Ah mince, donc il faut caler le test au bon moment par rapport au dossier. Exactement. Le bon ordre, c'est je prépare mon niveau, je passe le test quand je suis prêt et je dépose mon dossier dans la foulée, pas l'inverse. Bon, Hugo, faut qu'on parle du fond de 2 minutes. Parce que moi, quand je pense à Amina, ça me révolte un peu. 15 ans ici, elle travaille, elle paye ses impôts, ses enfants connaissent que la France, et on lui dit que son français suffit pas. Je te suis, hein? Mais je joue l'avocat d'en face. 2 minutes. L'argument de l'État, c'est la langue, c'est la clé de l'intégration. Un contrat de travail, un courrier de la CAF, un bail pour un appartement. Tout ça, c'est de l'écrit. Quelqu'un qui peut pas lire ça dépend toujours des autres. L'État dit on veut des gens autonomes. Mais elle est intégrée. Bon, d'accord, à l'oral. Alors qu'on lui donne les moyens, au moins. Exiger un niveau, très bien, mais des cours accessibles, à côté de chez elle, compatibles avec son travail, c'est une autre histoire, ça. Et là, tu touches le vrai débat. Des cours gratuits, ça existe, notamment via l'OFII. On en reparle dans 2 minutes. Mais entre les cours proposés et le B2, à l'écrit, il y a un chemin. Et ce chemin, c'est toi qui le fais. Le B2, justement, restons 2 minutes dessus, parce que c'est CA le gros morceau, la nationalité. Avant B1, maintenant B2. Ça change quoi en vrai entre les deux? Parce que sur le papier, c'est juste une lettre et un chiffre. Alors, exemple concret. Niveau B1, on te demande par exemple de raconter un souvenir, de décrire ton travail, d'écrire un message pour expliquer un problème, des choses liées à tes avis. Tu parles de ce que tu connais. Ça va encore. Et le B2? Niveau B2, on te demande ton opinion sur des sujets de société, le télétravail, l'écologie, la vie en ville. Et il faut argumenter avec des phrases qui structurent. Je pense que, d'un côté, de l'autre. Par exemple, en conclusion. Retiens-les, ces petites phrases, d'ailleurs. C'est le squelette de toutes les rédactions. À l'écrit, ça donne un vrai petit texte organisé, un exercice scolaire en fait. Et voilà comment quelqu'un comme Amina se retrouve à faire des dissertations alors qu'elle a jamais fait d'études en français. Tu vois pourquoi ça m'énerve un peu? Je vois. Mais je vais te dire le truc encourageant. Ce niveau, il s'apprend. C'est pas un don, c'est une technique. Les phrases pour argumenter, la structure d'un texte, ça se travaille en quelques mois avec de la méthode. Des milliers de gens le font chaque année. Ah, tu vois, ça c'est le Hugo que j'aime, le mode solution. Attends, je vais pas mentir non plus, quelques mois de travail sérieux, c'est du vrai effort. Mais tiens, un truc tout simple. Tu nous suis depuis 10 minutes, là, sans sous-titres, bah voilà. T'es déjà en route, et on parle pas si lentement que ça, hein? C'est vrai ça, franchement, si tu comprends tout depuis le début, ton niveau de compréhension est déjà sérieux. Bravo. Après, la compréhension, c'est toujours ce qui vient en premier. Le vrai chantier, pour la plupart des gens, c'est produire, parler face à un examinateur sans paniquer et écrire proprement. Ça demande de l'entraînement spécifique. Bon Hugo, la question qui fâche maintenant, est-ce que tout le monde doit passer ce test? Genre, une personne âgée, quelqu'un qui a fait ses études en France? Il y a des exceptions ou pas? Alors, il y en a. Et il y a des surprises dans les deux sens. Des gens qui pensaient être obligés et qui ne le sont pas. Et des gens qui se croient tranquilles.
et qui vont tomber de haut. Ah non, tu peux pas lâcher ça comme ça et t'arrêter. Vas-y, on commence par qui? On commence par le cas le plus simple, et c'est une vraie bonne nouvelle pour pas mal de monde. Les diplômes. Parce que si tu as déjà le bon papier dans un tiroir, tu n'as peut-être aucun test à passer. Et j'ai l'impression que la moitié des gens l'ignorent. Alors ça, il faut détailler. Quel papier, quel tiroir? Parce que si je peux économiser plus de 100 € et une matinée de stress, je veux savoir. Alors, le papier magique, c'est un diplôme français. Un vrai diplôme délivré en France. Le brevet des collèges, un CAP, un bac, une licence. Si tu as ça, ton niveau de français est déjà considéré comme prouvé. Dans beaucoup de situations, tu es dispensé du test. Dispenser, ça veut dire quoi exactement? Dispensé, ça veut dire tu n'es pas obligé de le passer. On te libère de l'obligation. Tu mets une copie de ton diplôme dans le dossier et c'est ta preuve. Pas de convocation, pas d'examen. Non mais attends, donc quelqu'un qui a passé un CAP cuisine ici, il y a 15 ans, il sort son diplôme du tiroir et c'est réglé? Pour la langue, oui. C'est logique, quand tu y penses, il a suivi des cours en français, passé des examens en français. Pour l'État, la preuve est déjà là. Mais c'est énorme comme info. Je suis certaine qu'il y a des gens qui ont payé le test, alors que leur diplôme dormait dans un carton à la cave. Oh, j'en ai vu. Une dame, par exemple, avec une licence d'une université française. Une licence. 3 ans d'études en français. Elle a payé un test, stressée pendant des semaines. Pour rien, personne ne lui avait dit. Oh non, ça me rend folle ça. Une phrase d'information, une seule, et elle économisait tout ce stress. Et attention, deuxième piège, dans l'autre sens cette fois. On l'a dit tout à l'heure, les attestations des tests comme le TCF ou le TEF, ça a une durée de validité limitée. En général 2 ans selon la démarche, pas beaucoup plus. 2 ans? Mais un dossier de nationalité, ça peut traîner bien plus longtemps que ça, non? Les délais peuvent être longs, oui. Ce qui compte, c'est que l'attestation soit valable au moment où tu déposes le dossier. Mais si tu passes ton test trop tôt, que tu attends, que tu repousses, elle expire et tu repayes. Donc le test, c'est un yaourt. Il a une date limite. Ah, exactement. Un yaourt à plus de 100 €. Mais il existe une autre option, et j'aimerais que tout le monde la connaisse. Le DELF et le DALF pour les niveaux avancés. C'est quoi la différence? Pour moi, TCF, TEF, DELF, c'est la même soupe de lettres. La grande différence. Le DELF est un diplôme, pas une simple attestation. Et un diplôme, ça ne périme pas. Tu le passes une fois, il est valable à vie. À vie? Alors pourquoi tout le monde ne fait pas ça enfin? Parce que c'est un examen un peu plus long, un peu plus exigeant, avec des sessions moins fréquentes, selon les villes. Et puis, il y a une subtilité. Ton DELF reste valable, d'accord. Mais valable ne veut pas dire suffisant. Comment ça? Attends, tu m'inquiètes, là. Imagine quelqu'un qui a eu un DELF B1 il y a 5 ans. À l'époque, pour la nationalité, le B1 suffisait. Aujourd'hui, on demande le B2. Son diplôme est toujours valable, mais il prouve un niveau qui ne suffit plus. Donc, il doit repasser un examen au niveau supérieur. Eh ben, les règles ont monté d'un cran et son papier est devenu décoratif. Pour la nationalité, oui.
Il peut encore servir ailleurs, hein? Mais c'est ça, le vrai changement de ces dernières années. Les niveaux exigés ont monté. Ce qui suffisait avant ne suffit plus. Bon, et les autres dispenses, alors? La santé, l'âge. Ma voisine a 68 ans. Elle me posait justement la question. Pour la santé, c'est prévu. Une personne dont le handicap ou l'état de santé empêche de passer les épreuves peut être dispensée avec un certificat médical. Et l'âge? Parce que dans ma tête, une personne de 70 ans, on la laisse tranquille, non? Et là, beaucoup de gens tombent de haut. Avant, pour la nationalité, il existait une dispense automatique liée à l'âge. Eh bien aujourd'hui, cette dispense automatique n'existe plus. Donc non, l'âge seul, aujourd'hui, ne protège pas. Chaque situation doit être vérifiée cas par cas. Sérieux? Donc ma voisine devrait réviser des rédactions à 68 ans? Ça me paraît fou. Je comprends. C'est d'ailleurs un des points les plus critiqués de tout ce système. Mais je préfère te dire la vérité qui dérange plutôt qu'une légende rassurante. Trop de gens découvrent ça au guichet de la préfecture. Bon, alors raconte-moi le cas qui fait mal. Tu as dit tout à l'heure des gens qui se croient tranquilles. C'est qui ces gens? C'est le profil qui me touche le plus. Quelqu'un qui vit ici depuis 20 ans, qui parle français du matin au soir. Prends un restaurateur, Karim. C'est pas son vrai prénom, mais son histoire est vraie. 19 ans en France, un petit restaurant, des clients, des fournisseurs, des blagues au comptoir toute la journée. Bah lui, il est tranquille, non? Il vit en français. À l'oral, oui. Franchement, à l'oral, il est meilleur que certains natifs, mais demande-lui d'écrire une page entière. Sa dernière rédaction, c'était à l'école, il y a 30 ans. Depuis, c'est des messages courts, et c'est le téléphone qui corrige tout. Ah oui, le correcteur automatique, notre meilleur ami et notre pire ennemi. Et le jour de l'examen, pas de correcteur. L'épreuve d'expression écrite au niveau B2, c'est rédiger un texte argumenté. Rédiger, ça veut dire écrire un texte construit, avec un début, des idées, une fin. Argumenter, c'est défendre ton opinion avec des raisons. Genre quoi comme sujet? Des sujets d'opinion, du type « Le télétravail est-il une bonne chose? Faut-il limiter les voitures en ville ?» Tu donnes ton avis, tu l'organises, tu le justifies. Karim, la première fois, il a paniqué devant sa feuille. Il connaissait les mots, mais les phrases ne venaient pas. Il a raté l'écrit. Oh non, après 19 ans ici, ça doit être humiliant franchement. Il l'a très mal vécu. Il m'a dit un truc qui m'a marqué. Je fais vivre 6 salariés en français et on me dit que mon français ne suffit pas. Mais la suite est encourageante et c'est pour ça que je raconte cette histoire. Vas-y, remonte-moi le moral. Il s'est mis à écrire 10 lignes chaque soir. 10 lignes, pas plus. Sa journée, ses clients, une dispute avec un fournisseur. Au début, plein de fautes. Sa fille relisait. Quelques mois plus tard, il a repassé l'épreuve. Et il l'a eue. Oh, bravo Karim, 10 lignes par soir donc. C'est tout bête en fait. Tout bête, mais régulier. Écrire, c'est un muscle. Personne ne naît avec. Tout le monde peut le construire. Et pour quelqu'un qui parle déjà bien, passer de zéro écrit à un écrit correct. Honnêtement, c'est pas la mer à boire. Pas la mer à boire. J'adore cette expression. Ça veut dire que c'est pas si difficile que ça. Pas une montagne, quoi. Voilà. La mer,
personne ne peut la boire. Mais un verre d'eau par jour, tout le monde peut. Tes 10 lignes du soir, c'est ton verre d'eau. Bon, très concrètement alors, le jour du test, ça se passe comment? Parce que moi, rien que le mot examen, ça me donne chaud. Alors, les 4 épreuves, on les connaît maintenant. 2 de compréhension, 2 d'expression. Ce que je veux te donner, c'est le déroulé. Souvent, la compréhension, c'est en QCM, questionnaire à choix multiples, tu coches la bonne réponse. Tout est minuté, ça s'enchaîne vite et personne ne t'attend si tu traînes sur une question. L'oral, c'est face à une vraie personne. Selon les centres, tu parles avec un examinateur ou bien tu es enregistré et quelqu'un écoute après. Dans les 2 cas, mon conseil, réponds, développe, ose. Une erreur en parlant, c'est pas grave. Le silence, c'est ça qui coûte cher ce jour-là. Et pour se préparer sans dépenser une fortune, parce que les cours privés, ça chiffre vite. Première piste, trop peu connue. Si tu as signé le contrat d'intégration républicaine à ton arrivée, le fameux CIR, l'O, F, A peut te prescrire des cours de français gratuits. Gratuits. Des centaines d'heures pour certains, et plein de gens n'y vont pas. Quoi? Des cours gratuits et les gens n'y vont pas? Les horaires, le travail, les enfants. Je juge pas, c'est la vraie vie. Mais si tu peux, vas-y. Et sinon, la radio française le matin, des séries avec les sous-titres en français, des annales d'examen pour t'entraîner, et tes 10 lignes du soir. Sans correcteur automatique, hein, tu le désactives. Oh, tu es dur, toi. Bon, dernière grande question, et je sais qu'elle brûle les lèvres de tout le monde. Si on rate le test, on peut le repasser. On peut, mais pas n'importe comment, pas n'importe quand. Et il y a une erreur que je vois presque à chaque fois, qui coûte du temps et de l'argent. Je te raconte ça tout de suite. Alors, oui, on peut le repasser. Autant de fois qu'on veut, il n'y a pas de limite officielle. Par contre, il y a en général un délai d'attente entre 2 passages. Pour le TCF, c'est de l'ordre d'1 mois. Ton centre te donnera la règle exacte à l'inscription. Mais retiens l'idée, tu ne le retentes pas la semaine suivante, même si tu te sens prêt. 1 mois. Et on repaye à chaque fois, j'imagine. On repaie, ça dépend des centres, mais compte en gros entre 100 et 250 € par passage. Donc rater 2-3 fois, fais le calcul. Aïe, bon. Et cette fameuse erreur, tu nous fais mariner là. L'erreur, c'est de se réinscrire tout de suite à chaud. Tu rates l'oral, tu es vexé, tu reprends une date pour dans 1 mois et tu refais exactement la même préparation. Donc tu obtiens exactement le même résultat et tu repaies. Encore. Ah oui, c'est jeter l'argent par les fenêtres, comme on dit. Dépenser pour rien, quoi. Exactement. Avant de te réinscrire, regarde ta note compétence par compétence. Si c'est l'écrit qui a coulé, travaille l'écrit. Pas la peine de refaire 50 exercices d'écoute si ton écoute était bonne. Bon sens paysan, mais fallait le dire. Et une dernière histoire, parce qu'elle résume tout, Nadia. Un profil un peu comme ton Amina. Elle visait la carte de résident, donc le niveau B1. Elle rate l'oral de peu. Elle pleure un soir. Elle se réinscrit, elle repaie. Elle rate encore, à 2 points près. 3e inscription. Oh non, 3 inscriptions. On parle de plusieurs centaines d'euros, là. Attends, c'est pas fini. Un jour, elle range des papiers chez elle et elle tombe sur son diplôme DEL FB1.
passé des années avant, à l'époque où elle prenait des cours. Et tu te souviens de ce qu'on a dit, un diplôme, ça ne périme pas. Quoi? Son niveau était déjà prouvé. Le papier dormait dans un tiroir pendant qu'elle payait des tests. Voilà. Et c'est la chose à retenir ce soir. Donc je la redis une dernière fois en une phrase. Attestation T, CF ou TEF. En général 2 ans. Diplôme, le DELF. Le DALF. Ou un diplôme français comme le brevet ou le bac, à vie. D'ailleurs, personne ne vient te dire que ton bac a expiré, hein. Donc Nadia a pu déposer son dossier avec son vieux DELF. Elle a pu, oui, des mois de stress et pas mal d'argent pour un papier qu'elle avait déjà. Alors vérifie tes tiroirs avant de payer quoi que ce soit. Je pense à tous les gens qui nous écoutent et qui ont un vieux DELF quelque part. Allez fouiller, sérieux. Bon, Hugo, il nous reste une chose à faire. Le jour J, comment on arrive au test sans trembler? Ah, ça, j'ai 3 réflexes des tout simples. Le premier va te surprendre, parce qu'il ne concerne pas du tout le français. Comment ça, pas le français? Le jour d'un test de français? Eh oui, premier réflexe, dormir. Vraiment dormir. La veille, tu fermes les livres à 20h et tu vas te coucher. Parce que la compréhension orale, c'est de la concentration pure. Fatigué, tu perds des points sur des choses que tu sais parfaitement. Ah, ça je confirme. Le cerveau fatigué, il entend les mots mais il ne comprend plus rien. Comme quand tu écoutes quelqu'un à 2 heures du matin. Exactement. Deuxième réflexe. Arriver en avance, pas 5 minutes, 30 minutes. Tu repères la salle, tu trouves les toilettes, tu respires. Le stress de courir dans un bâtiment inconnu, ça peut te coûter tout le début de l'épreuve. Et le troisième? Le troisième, c'est pendant le test. Si tu rates une question à l'oral, tu la laisses partir. Tu ne restes pas bloqué dessus. Parce que pendant que tu penses à la question ratée, tu es en train de rater la suivante. Une question perdue, c'est une question. 3 questions perdues. À cause du stress, c'est un niveau. Oh là là, c'est tellement vrai. Moi je fais ça dans la vie, hein. Je rate un truc le matin et j'y pense toute la journée. On fait tout ça. Mais au test, il faut apprendre à lâcher prise. Lâcher prise, ça veut dire laisser tomber, accepter, passer à autre chose. C'est peut-être la compétence la plus utile de tout l'examen. Bon, on récapitule parce qu'on a dit beaucoup de choses ce soir. Vas-y, je t'écoute. C'est toi l'élève aujourd'hui. Alors, le niveau demandé à monter, c'est la loi, pas une rumeur. Il faut vérifier quel niveau pour son dossier, parce que carte de résident et nationalité, ce n'est pas pareil. Ensuite, on regarde dans ses tiroirs si on n'a pas déjà un diplôme qui marche. Et on s'entraîne avec de vraies annales, pas juste des vidéos. Parfait. Et j'ajoute une chose, la plus importante peut-être. Ce test, ce n'est pas un mur, des milliers de gens le passent et le réussissent. Des gens qui sont arrivés sans parler un mot. Si Karim l'a fait, entre son restaurant et ses journées de 12 heures, franchement, c'est possible. Et tu sais ce qui me plaît dans cette histoire? Le français que tu apprends pour le test, il ne sert pas qu'au test. C'est le même français qui te sert chez le médecin, à l'école des enfants, au travail. Tu ne perds rien. Chaque heure investie, tu la gardes. C'est exactement ça. Le papier, c'est le but officiel. Mais le vrai cadeau, c'est la langue. Elle, personne ne peut te la reprendre. Et elle n'expire jamais, celle-là.
Ah, joli. Bon, si tu prépares ce test en ce moment, on pense à toi sincèrement. Raconte-nous en commentaire où tu en es, quel niveau tu vises. On lit tout. Promis. Et si cet épisode t'a aidé, partage-le à quelqu'un qui stresse pour son dossier. Tu connais tous quelqu'un dans ce cas. Ça peut lui changer ses prochains mois. Allez, prends soin de toi, révise tranquillement, dors bien la veille et abonne-toi, comme ça tu rates rien. À très vite sur Français Tranquille. Courage pour le test et à bientôt. Ciao ciao.